Bienvenue tout le monde à la deuxième conférence de la France insoumise d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous aborderons la thématique écologique sous un angle bien particulier grâce à notre invité Michel Philippot. La conférence sera modérée par Christine Tualion. Christine est professeure de biologie à l'Université publique de l'État de New York sur le campus de Nassau Community College dans la banlieue de la ville de New York. Ses centres d'intérêt professionnels sont l'écologie, en particulier la préservation et la restauration des milieux naturels, la gestion des parcs et réserves naturelles et la gestion de la ressource eau. Vous pouvez poser vos questions tout au long dans le chat et je laisse donc la parole à Christine et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter notre invité. Michel Philippot est très actif dans le milieu associatif, en particulier pour les questions de logement social et écologique. Il est impliqué dans les méthodes de construction traditionnelles qui utilisent la paille, la terre, le bois, la pierre. Et il est aussi dans le milieu, dans le logement qui est décarboné. Il est coordinateur avec Martine Billard du livret thématique de la France insoumise sur la planification écologique face à l'urgence climatique. Je suis très heureuse Donc maintenant, je laisse la parole à Michel. Déjà, alors on est parti. Alors, je vais présenter sur la thématique de la planification écologique. Voilà, je vous propose de démarrer mon diaporama. Vous le voyez bien? Voilà. Alors, la question de l'écologie, ne plus subir. Aujourd'hui, la crise climatique, c'est comme si, ou la crise de la 6e extinction des espèces, ou la crise des déchets, c'est comme si on devait tout le temps la subir. Identifier vraiment la problématique et essayer de, voilà ce que je vais vous apporter ce soir, donner des outils pour pouvoir l'identifier et pour planifier, pour agir. Donc, en gros, un autre avenir nous est possible. On va se poser ensemble des questions à se poser pour pouvoir coécrire une planification avec les citoyens. D'abord, les questions à se poser pour planifier et puis comment on va co-construire à tous les échelons du pouvoir avec les citoyens pour agir. Et enfin, je finirai par un exemple, par le secteur du bâtiment, parce que c'est un secteur que j'ai vécu. Et donc, je vous propose voilà un peu ce schéma d'action. Alors, j'essaie de bouger mon... Ah, voilà. Donc, la première partie qu'on va voir, c'est une aiguille qui montre vraiment qu'on n'a plus beaucoup de temps, parce que c'est vraiment une des thématiques principales, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais qu'il y a un autre avenir qui nous est possible. Ne plus subir un autre avenir, ne plus subir, la première chose que je vais essayer de voir avec vous, c'est la question du dérèglement climatique. Ne plus subir le dérèglement climatique. Bien, la température aujourd'hui a déjà augmenté de 1,1 degré, même si on arrêtait toute émission de gaz à effet de serre par un effet boule de neige, on continuerait à faire monter la température jusque certainement 1,3, 1,4, voire 1,5 degrés. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Mais en tout cas, il est plus que temps de pouvoir réduire drastiquement notre production de CO2 pour, à un moment, voir le système s'arrêter. Et donc, pour cela, eh bien, il faut... il y a différentes manières d'agir, mais nous, la spécificité qu'on a à la France insoumise, c'est qu'on veut changer nos manières de produire et de consommer. Alors, je vais pouvoir voir différentes manières d'agir. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus sur la culpabilisation individuelle et sur un changement individuel des gens. Et nous, c'est la matrice productive qu'on veut changer. Et donc, pour cela, on veut planifier. On veut planifier évidemment au niveau local. On veut planifier au niveau national. Et effectivement, il faudra aussi avoir des planifications mondiales pour réduire drastiquement la production de CO2 au niveau d'un pays, d'une commune. Et en fait, tout cela, c'est possible.
par exemple, si on change la matrice, productive du secteur agricole, celle du bâtiment, si on change notre manière de nous déplacer, si on change l'industrie et qu'on a une volonté de relocaliser l'activité, eh bien tout cela nous permet d'agir sur environ la moitié de l'atmosphère. Un changement radical de notre système agricole, c'est le relocaliser, c'est réfléchir à une sortie progressive, par exemple, des protéines carnées. Et rien qu'une relocalisation du secteur agricole et un changement de nos modèles alimentaires, en tout cas en partie, pourrait être véritablement un énorme levier pour la réduction de nos gaz à effet de serre. Si on change, et je vais vous l'expliquer plus en profondeur, la matrice constructive du BTP, on a aussi un gros levier d'action sur les émissions de gaz à effet de serre. Et si on change la manière de nous déplacer, en renforçant évidemment la desserte des transports, la densité des transports en commun, privilégier le vélo, les transports ferroviaires, maritimes, diminuer les transports en planifiant une relocalisation de l'économie, donc c'est-à-dire arrêter d'abord avec des accords de libre-échange, un protectionnisme solidaire, et en organisant aussi les moyens de transport maritime, aviation, vers et en changeant aussi leur combustible par des combustibles renouvelables, zéro carbone, par de l'électrification, l'hydrogène, les biogaz, les biocarburants. Et tout cela doit être discuté. Voilà, tout cela permet de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Par la suite, c'est aussi une réflexion sur la décarbonatation de l'industrie. Voilà, qu'il faut évidemment relocaliser en partie, et tout cela doit se faire à la fois par un levier de la sobriété et aussi par une efficacité qui demande de réduire la demande énergétique, l'augmentation évidemment du recyclage, puis par l'usage de l'électrification avec une réflexion d'une électrification zéro carbone, de l'hydrogène vert, de la biomasse quand cela est possible et soutenable. Et enfin, concernant la grosse part des émissions importées des Français, c'est d'une part à travers une relocalisation industrielle et d'autre part avec des mesures de protectionnisme solidaire, écologique, avec taxation aux frontières des biens importés, qu'on peut baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Si en plus de ces 5 axes que j'ai essayé d'évoquer, on achève une décarbonatation complète de notre électricité, qu'on agit sur les filières de production qui entraînent en fin de vie l'incinération des déchets, qu'on essaye d'abolir l'obsolescence programmée des biens de consommation, qu'on fait reculer la publicité qui entraîne des besoins non essentiels, on se rend compte en fait derrière tout ça que le levier de l'action politique, c'est pas sur 5, sur 10, sur 15, même sur 50% qu'on peut agir des gaz à effet de serre, c'est sur énormément. Alors, nous, on a l'idée de la planification. Il y en a par exemple qui vont avoir comme idée, on va taxer sur la question des transports, eh bien augmentons les prix du gasoil. Ben, c'est ce qui a été fait en France et c'est ce qui a amené à la crise des gilets jaunes. Donc en fait, si on n'arrive pas à réfléchir et si on ne fait qu'une culpabilisation individuelle des gens, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. La même chose sur le secteur agricole, on sait qu'il y a une filière plutôt bio, et si on fait se battre toutes les filières avec une filière pour les plus pauvres, eh bien, on va vers des impasses. Et c'est la même chose par la même explication que je vais vous expliquer dans le BTP. Alors, effectivement, la question du changement climatique, c'est une question qu'on a tous en tête, et il y a plein d'autres questions que la question climatique sur la question écologique. Il y a la 6e extinction des espèces qui a commencé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que voilà, il y a plein d'espèces qui sont en train de disparaître au fur et à mesure. Et là aussi, il faut arrêter d'être dans le défaitisme. On peut ne pas subir ça et on peut agir. Et le levier politique est un énorme levier par rapport à ça. Et effectivement, je vais aller sur les mêmes leviers, c'est-à-dire qu'il nous faut penser une bifurcation écologique à la sauvegarde des écosystèmes et de l'humanité, puisque c'est elle derrière tout qui est visée. Évidemment, si dans le domaine agricole, on peut préserver la biodiversité et le vivant,
c'est en se dirigeant vers une agriculture sans pesticides, qui va aussi se détourner de la monoculture. C'est orienter notre modèle agricole vers là aussi une diminution des protéines carnées, mais c'est aussi changer nos modèles de pêche qui font qu'on tue tout. Et donc, c'est une réflexion qu'il faut avoir réellement sur tout le modèle agricole si on veut préserver la biodiversité. Préserver la biodiversité et la santé, c'est la même chose dans le bâtiment si on utilise des matériaux réutilisables à l'infini et compostables, comme je vais vous l'expliquer plus tard avec par exemple le bois, la terre crue, la paille, la pierre, voilà, plein de choses. Préserver la biodiversité et le vivant, c'est se tourner aussi vers des transports moins polluants dans leur fabrication, dans leur vie, c'est arrêter l'artificialisation des sols, l'artificialisation des terres, la bétonisation de tout. C'est réorienter notre modèle d'énergie vers des énergies vertes qui ne détruisent pas le vivant. C'est faire de nos forêts non pas des coupes rases tous les 20 ans parce qu'on les utilise uniquement comme un moyen de production, mais c'est en faire des sanctuaires de la biodiversité et de la préservation du vivant. C'est lutter contre les pollutions sonores et lumineuses qui détruisent des espèces. C'est réduire l'exposition aux produits chimiques dans nos écoles et nos bâtiments publics. Ça, c'est aussi pour la sauvegarde évidemment de toute la biodiversité qui existe, mais en même temps pour la santé de nos enfants. C'est s'engager pour la condition animale, se battre pour une gestion publique et saine de l'eau, et effectivement, tout cela va engager un changement de nos filières de production pour essayer qu'on réfléchisse avec le plus de monde possible comment on crée le moins de toxicité à chaque étape de production jusqu'à une fin de vie qui ne va pas non plus nous engager vers des millénaires dans des gestions de catastrophes qu'il va falloir réfléchir sur du très long terme. Et donc, il faut réfléchir à chaque étape de production dans l'industrialisation qui va tuer le moins possible la biodiversité et le vivant. Et dernière chose, nous sommes entrés dans l'ère de l'anthropocène, comme l'aime à le dire aussi Jean-Luc Mélenchon, et l'homme, aujourd'hui, laisse les traces de ses déchets. On pense aux déchets plastiques. Je viens de passer une après-midi juste à côté de Marseille, où on a fait un nettoyage de centaines de plastiques qui s'envolent d'une déchetterie juste à côté. Et donc, on se dit véritablement... voilà, le plastique commençait à se décomposer, on n'est pas loin de la mer et on voit toutes les catastrophes que ça peut faire. On est, comme vous le savez, à un moment où il y a une couche de l'humanité qu'on va pouvoir voir avec les déchets que laisse l'homme. Et tout cela aussi, il y a moyen d'agir. Toutes les énergies ne produisent pas les mêmes déchets et certains déchets sont malheureusement plus durables que d'autres. Pensons par exemple aux déchets nucléaires. Et si à un moment il y a un effondrement et qu'il n'y a pas moyen d'avoir une gestion étatique sur du très long terme, ben, la question du nucléaire, elle ne nous engage pas que nous aujourd'hui, elle nous engage sur du très long terme. Un monde sans plastique aussi peut se planifier. On peut remplacer le plastique par des consignes en verre, par des matériaux compostables, et tout ça, ça peut se légiférer. La lutte contre le suremballage, le gaspillage, le tout jetable plastique est possible et en même temps avoir aussi des matériaux. Voilà, moi j'avais vu des plastiques à base d'algues qui sont compostables, etc. Donc diminuer drastiquement la production des déchets en agissant à partir de chaînes de production, c'est quelque chose de réaliste. Donner une priorité absolue au recyclage, ensuite au compostage dans nos chaînes de fabrication, tout cela c'est légiférable. Lutter contre l'obsolescence programmée est à la portée d'un pouvoir politique. Arrêter la bétonisation de tout et n'importe quoi, tout cela, bien, c'est réaliste. Moi, je voulais simplement vous montrer, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui pensent qu'un avenir n'est pas possible. Et moi, ce que je voulais simplement vous montrer aujourd'hui, c'est qu'un avenir, c'est quelque chose de possible. Mais pour ça, il faut, et c'est mon deuxième axe, identifier les questions qu'il va falloir se poser pour planifier.
Parce qu'effectivement, on peut pas. Nous, ce qui nous marque dans le gouvernement Macron, c'est qu'il y a une absence de vision sur du moyen terme et sur du long terme. On est toujours sur des décisions, et même les décisions de moyen terme et de long terme, on les recule parce qu'on n'a rien anticipé. Et donc, effectivement, la planification, elle ne se fait pas du tout qu'à l'échelle nationale. Et la planification, c'est pas du tout, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, une image de la planification à la soviétique où il y a quelqu'un qui décide ou une bande de bureaucrates qui vont tout décider d'en haut. La France insoumise, avec sa révolution citoyenne, c'est pas du tout ça qu'elle veut mettre en place. Donc d'abord, effectivement, l'élu, qu'il soit à une mairie, une collectivité territoriale, à une compétence régionale ou à une compétence nationale, réfléchit sur quelles compétences il peut agir. Parfois, il va agir sur des compétences parce qu'il peut travailler voilà, sur des lycées, d'autres, c'est parce que ça, c'est la compétence régionale, d'autres vont travailler sur des mairies. Donc, vraiment savoir quel est le pouvoir qu'ils peuvent avoir et quelles sont les compétences sur lesquelles ils peuvent planifier. Quels sont enfin les enjeux du domaine dans lequel je veux planifier. Voilà, qu'est-ce qui est possible de faire? Voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vous ai donné des grandes lignes au niveau national. Tout ça, ça pourrait se décomposer de manière très fine. Mais voilà, quels sont les enjeux? Et ça veut dire quels sont les acteurs à mettre autour de la table derrière tout ça. Et donc, quand je réfléchis aux enjeux, qu'est-ce qui existe, par exemple, dans l'agriculture? Voilà, il y a du bio, il y a du non-bio, qu'est-ce qui est possible? Et voilà, quels sont les enjeux en termes de déchets? Quels sont les enjeux en termes de gaz à effet de serre? Quels sont les enjeux en termes de biodiversité et essayer d'avoir une connaissance scientifique sur tous ces sujets-là. Qu'est-ce qui a été mis en place ailleurs? Voilà, il y a toujours des endroits où il y a eu des initiatives qui ont pu se faire et donc aller voir un peu qu'est-ce qui peut se faire. Quels sont les acteurs de mon territoire, qu'ils soient à l'échelle d'un pays, voilà, que ce soit des syndicats, quels sont les acteurs qui se battent à l'échelle de mon territoire pour véritablement observer qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis enfin, quels sont mes objectifs? Quels sont les objectifs qu'on se fixe au niveau du plan? Et quel rôle je vais essayer de jouer avec mes différents acteurs. Voilà. Et enfin arrive, pour moi, l'essentiel, la co-construction avec les citoyens pour pouvoir agir. Alors, la co-construction, j'y reviens, la co-construction, ce n'est pas qu'une co-construction pour co-construire des mesures. Je pense que c'est extrêmement important de co-construire avec des citoyens un diagnostic. Je prendrai un exemple dans le bâtiment, comment on a pu co-construire un diagnostic ensemble. Bon, effectivement, on va avoir des chiffres scientifiques, mais pour nous, je pense à la France insoumise, il y a une volonté de ne pas avoir simplement qu'une bureaucratie scientifique. Par exemple, si on devait gérer le Covid aujourd'hui, on ne le gérerait pas de la même manière, parce que pour nous, on essaye de coagir avec plein d'acteurs différents. Aujourd'hui, sur la gestion du Covid, on travaillerait avec des sociologues, avec des personnes extrêmement différentes pour pas n'avoir qu'une visée médicale, scientifique. On aurait une diversité. Et bien la même chose, construire un diagnostic. Je vais après prendre un exemple dans le bâtiment, mais c'est essayer de mettre tous les acteurs, même qui nous paraissent éloignés, pour travailler à ce diagnostic. Après, quand on est dans l'opposition, on construit déjà des actions, mais on essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme mesure et comme action. Et pour tout cela, dès le départ, on se donne des outils d'évaluation. Par exemple, nous, ici, sur la question écologique, ça va être voilà, la masse des déchets. Ça peut être les gaz à effet de serre. Ça peut être la préservation d'autant d'espèces animales et végétales, etc. Comment on se met ensemble tout plein d'indicateurs pour se co-construire une évaluation régulière. Et en fait, c'est tout le processus qu'il faut co-construire avec les citoyens. Quand on est à une échelle d'une commune, nous, ce qu'on propose, c'est d'évaluer régulièrement qu'est-ce qui a pu être fait si on est au pouvoir. Et c'est la même chose, c'est co-construire avec les citoyens. Et c'est pour ça que, dès qu'on est au pouvoir, on met en place toute une dynamique d'une 6e République et d'une constituante pour essayer de faire évidemment participer tous les citoyens sur ces questions-là. Alors je le dis, c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait par exemple dans la question des transports? On voit l'énorme problématique que sont les transports. On prend une mesure, on dit on va augmenter le prix du diesel ou on va augmenter le prix des combustibles et des carburants. Mais ce n'est pas ça qui va faire chuter
le nombre de gaz à effet de serre. En fait, les gens, ils doivent se déplacer. Si on ne réfléchit pas à comment on va changer la matrice, on va droit dans le mur. Et c'est la même chose dans le secteur, bon là, sur le secteur du bâtiment, je vais le dire en 2 minutes, vous pouvez vous dire, maintenant, peut-être qu'on va commencer à taxer le chauffage parce que c'est énorme dans nos gaz à effet de serre. Peut-être isoler les bâtiments et avoir un changement de la matrice productive va être quelque chose de beaucoup plus intéressant sur les gaz à effet de serre parce qu'il y a déjà aujourd'hui plein de gens qui n'ont même pas l'argent pour pouvoir se chauffer. Et c'est la même chose, donc j'ai parlé des transports et c'est la même chose sur l'agriculture. Voilà, si on ne va pas vers une co-construction et qu'on n'utilise que des outils de culpabilisation des citoyens les uns contre les autres, il n'y a jamais rien qui se fera pour changer le réchauffement climatique. Pour véritablement, sur la question du réchauffement climatique, sur la biodiversité et sur tous les sujets qu'on a voulu évoquer. Et pour nous, c'est une spécificité. Donc, la question de la planification écologique, c'est vraiment sortir. Et c'est là, au départ, on m'avait dit, ça aurait pu être intéressant de faire un débat avec des Verts. Et moi, je pense que c'est là le nœud un peu de, voilà, comment on va agir, parce que parfois, il y en a certains qui ne parlent pas de changer notre matrice productive ou ne parlent pas d'avoir des leviers étatiques. Et moi, je me demande comment on peut faire, parce que sinon, on va uniquement vers une culpabilisation citoyenne ou alors vers une bonne volonté des entreprises. Et souvent, si c'est toujours la question de l'argent qui domine tout, eh bien parfois on peut perdre des choses. Alors je vais prendre mon exemple dans le bâtiment. Alors voilà, moi, la petite histoire, c'est qu'avec une association, l'association Les Arbres, on a auditionné une centaine de personnes plus ou moins dans le secteur du bâtiment, mais avec des choses différentes. Parce que nous, on voulait co-construire un programme complexe sur la question du bâtiment. Alors, première chose qu'on fait, on interroge la Fondation pour la Nature et l'Environnement. Et puis, en gros, qu'est-ce que nous dit la Fondation de la Nature et l'Environnement? Avec sa vision, elle se dit, il faut arrêter de construire. L'artificialisation des sols, c'est une catastrophe. Bon, voilà, pour la préservation de la biodiversité, pour la question des gaz à effet de serre, voilà. Donc, première audition. Le constat, on avait un superbe constat écologique, et puis après ça, on se dit, voilà les propositions. Puis, bon, je caricature quand je raconte ça, parce que les gens ont souvent une vision beaucoup plus complexe que ce que je vais dire. Et puis après ça, on écoute la Fondation Abbé Pierre, qui nous montre le nombre de personnes qui sont mal logées, qui nous disent la difficulté qu'on a par rapport à la question des sans-abri. Et donc, qui nous montre le nombre de personnes qui ne savent plus chauffer et puis les gens qui sont dans la rue et nous disent, en gros, il faut construire. Et puis après ça, on va vers une réflexion sur diminuer nos gaz à effet de serre dans la production. Donc, on va plutôt sur une réflexion sur des matériaux crus. Et puis, on interroge les syndicats cimentiers qui nous disent, oui, mais nous, on est en train de vivre la délocalisation en Chine de notre matière première, du ciment, parce que demain, ils vont essayer de faire fabriquer le clinker en Chine et de faire revenir les matériaux par bateau. Et on interroge des gens qui ont une réelle difficulté salariale, quoi. Et comment on co-construit un autre monde avec toutes ces écoutes des différentes personnes. Et donc, de dizaines d'auditions, trentaines, quarantaines, et puis après ça, on essaye de se co-construire un fil rouge. Et on essaye de mettre tout ça ensemble. Moi, je vais vous parler quelque chose qui me parle beaucoup, c'est le Rubik's Cube des luttes. Comment on va mettre, non pas la question sociale, ou la question verte, écologique, comment on va véritablement co-construire un peu avec tout le monde. Et il y a moyen, non pas d'avoir un consensus au rabais, mais d'aller au fond des exigences des uns et des autres et de co-construire quelque chose d'extrêmement cohérent qui à la fois va avoir un engagement social maximal et un engagement écologique maximal dans une co-construction citoyenne. Voilà. Alors, je vous montre ici une chose, c'est aux éditions 2031. Donc, ça, c'est le programme qu'on a mis en place, changer nos systèmes et matériaux de construction. C'est une maison d'édition extrêmement intéressante, qui est issue de la France Insoumise, comme vous le voyez, pour une écologie populaire. Et puis, d'un autre côté, on a fait un petit livret pour en fait les élus, un petit manuel, comment on s'y prend pour tout ce que je vais vous exposer. Voilà, donc une centaine d'auditions,
et je vais vous expliquer la problématique du bâtiment avant d'aller dans la méthode que j'ai déjà ébauchée, mais voilà, je vais un peu plus loin. Le secteur du bâtiment. Alors, le poids du secteur du bâtiment dans la lutte contre le réchauffement climatique, d'abord. Eh bien, le secteur du bâtiment, d'abord, souvent on voit la vie du bâtiment quand on étudie, et en fait, la vie du bâtiment, on dit c'est 20% du gaz à effet de serre, plus ou moins, et en fait, la vie du bâtiment, c'est une partie de la question du bâtiment. Il y a d'abord, quand on voit le bâtiment, la production des matériaux, son extraction, des ressources, voilà, comment on va produire des matériaux, bien aussi par exemple la cuisson de la pierre pour faire du ciment. Et donc tout ça, c'est déjà comme on cuit, eh bien on émet des gaz à effet de serre et c'est quelque chose qui va, vous voyez, c'est complexe, hein, donc il faut d'abord produire des matériaux. Par exemple, on peut cuire de la brique, cuire de la terre, on en fait des briques de cuite et on chauffe énormément pour pouvoir cuire ces briques. Il y a aussi, par exemple, je parle du secteur de la production, on peut par exemple aller vers du bois qui doit être séché parce qu'il doit être mis en flux tendu extrêmement rapidement. Et en 3 semaines, à dire que le bois est un matériau cru, il est chauffé tellement rapidement pour être mis tout de suite en vente qu'on utilise énormément de gaz à effet de serre pour le séchage du bois. Puis il y a le transport des marchandises. Alors le transport des marchandises, aujourd'hui dans le bâtiment, c'est quelque chose de très faible. Mais on a de plus en plus une logique pour en faire de plus en plus et d'aller de plus en plus loin. Comme on parle aujourd'hui de délocaliser la production de ciment en Chine. Hein, je veux dire, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Puis après ça, il y a la mise en œuvre sur chantier. La vie du bâtiment, la vie du bâtiment, c'est essentiellement, bon, effectivement, l'éclairage, le chauffage, la cuisson des aliments, voilà. Et il y a la fin de vie du bâtiment, parce qu'à la fin de vie, on détruit et parfois on brûle encore. Voilà, quand il y a plein de techniques de recyclage différentes, mais en tout cas, l'incinération, elle reproduit des gaz à effet de serre de nouveau. Donc voilà, ça c'est le poids du secteur. Si on prend l'entièreté, eh bien, alors, j'arrive, c'est parce que mon PowerPoint n'avance plus. Bon. Je vais dire voilà ce qu'il y a derrière. Si on prend l'entièreté du poids du secteur du bâtiment dans la lutte contre le réchauffement climatique, bien selon l'Agence internationale de l'énergie et l'ONU au niveau mondial, eh bien on estime que on est à presque 40% du CO2, des émissions de CO2 dans le bâtiment. Alors, je ne sais pas comment je vais peut-être... Ah voilà, ça arrive. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc on voit en fait, vous avez en gros 39% de l'énergie et du process. Voilà, voilà selon l'IEA et l'ONU, on est pas loin de et dont énormément la vie du bâtiment. Hein. On estime que la construction, voilà, c'est moins quoi. Voilà. Alors, je précise, 40% du CO2, c'est pas 40% des gaz à effet de serre, parce que dans les gaz à effet de serre, bah, par exemple, il y a du méthane qui peut être produit par les vaches, mais il n'est pas là-dedans. Voilà, il y a d'autres éléments. Donc, 40% du CO2, voilà, il y a en gros 65% qui dans les gaz à effet de serre, il y a en pouvoir émetteur de gaz à effet de serre, c'est plus ou moins 65%. Donc, en fait, on n'est pas dans les mêmes chiffres au niveau des gaz à effet de serre. C'est pour ça que quand on dit du CO2, c'est pas la même chose que des gaz à effet de serre. Donc voilà, on n'est pas au même pourcentage des gaz à effet de serre. Mais par contre, dans le bâtiment, comme il y a un petit peu d'autres gaz à effet de serre, il n'y a pas beaucoup de pets de vache, mais il y a des gaz fluorés, il y a des dissolvants, il y a quelques petites affaires qui font, voilà, on est autour de 28-30% des gaz à effet de serre. Et en France, on est à 33%. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi dans le détail. Alors pourquoi c'est si énorme?
Eh bien, tout d'abord parce que quand on fabrique du bâtiment, comme je l'ai expliqué, quand on fabrique des matériaux, d'abord on les cuit. Il y a énormément de matériaux qui sont cuits et le ciment à lui seul, selon l'IEA, fait partie de 6,9% du CO2. Alors c'est pas la même chose au niveau des gaz à effet de serre, mais on voit que produire un matériau cuit, donc c'est une pierre qui va être chauffée à plus de 1000 degrés, hein, je veux dire pour produire du ciment, eh bien ça va produire énormément de gaz à effet de serre. Bon, alors, le ciment, il n'est pas utilisé que pour les bâtiments, il est utilisé pour les routes, il est utilisé pour d'autres choses, mais on voit la proportion. L'acier, c'est aussi quelque chose d'assez énorme, mais même la brique qui est cuite, vous savez, quand on fait un parpaing, moi, parfois je prends l'exemple, il y a 13% de ciment et le reste c'est du gravat. Quand on cuit à 800 degrés une brique cuite, on cuit 100% de la brique, et donc c'est pas spécialement quelque chose qui au niveau du CO2 est plus écologique. Or, aujourd'hui, et je vous montre là un projet à Ivry-sur-Seine qui va voir le jour ici tout fréquemment. Voilà, il y a 548 logements en terre crue qui vont être construits. Ce ne sont pas des bâtiments de 1 niveau, hein, là on est sur du 3, du 4 niveaux. Donc il y a moyen d'utiliser des matériaux crus, comme on a utilisé, alors là évidemment je vous mets ça un peu en provoque, comme on a utilisé la pierre longtemps pour bâtir, mais on peut bâtir avec du bois. En Scandinavie, il y a maintenant des immeubles de 15 étages en bois, et voilà, on peut construire aussi avec des isolants végétalisés. Et donc voilà, la construction, on n'est pas toujours obligé de cuire tous les matériaux pour pouvoir les produire. Alors je ne dis pas qu'on peut passer de une cuisson de tous les matériaux à 0 cuisson. Aujourd'hui, en fondation, voilà, il y a des choses, en tout cas, on ne peut pas se passer du jour au lendemain du ciment, par exemple, quoi. Je veux dire, il y a des propriétés qu'il y a de ciment en fondation, ou je vais dire, dans certaines tenues structurelles qui peuvent être intelligentes, quoi, faire un pont ou des choses comme ça, même si on a fait des ponts en pierre et de plein de manières. Mais en tout cas, il y a une réflexion à avoir. Mais il y a pourquoi utiliser du ciment en revêtement, par exemple intérieur, ben, c'est quelque chose qui peut paraître complètement dépassé. Donc il y a moyen en tout cas de construire avec des matériaux qui sont crus. Et on en a construit comme ça depuis la nuit des temps. Je vous dis simplement à titre de renseignement que 50% des habitations dans le monde en 1990 étaient encore en terre crue. Dans le monde, hein, c'est un chiffre en France en 1990. Bon, il suffit d'aller dans le Dauphiné, il suffit d'aller avec des techniques complètement différentes, quoi. Alors, la vie du bâtiment, c'est quelque chose qui produit énormément de gaz à effet de serre. Alors, effectivement, comme je vous dis, là en France, c'est 26% des gaz à effet de serre et 7% pour la construction. Et dans la vie du bâtiment, je vous ai tout mis, hein. En fait, c'est quoi les gaz à effet de serre? Eh bien, c'est essentiellement à 60% le chauffage. Hein, après, effectivement, il peut y avoir de la cuisson, de l'eau chaude, de la ventilation, de la climatisation, de l'éclairage, des gaz fluorés, des solvants. Alors, des solvants et des gaz fluorés, des solvants, c'est parfois lié à ce qui réchappe de la construction. Mais on voit en tout cas que la question du chauffage, c'est pas du tout quelque chose de banal. Or, il existe des bâtiments qui sont semi-passifs ou en tout cas qui peuvent réduire la facture de chauffage de manière énorme. Je pense à un bâtiment, par exemple, dans les Vosges, à Saint-Dié-des-Vosges, qui est un logement social en construit en bois de 8 étages, avec un isolant en botte de paille, où les locataires, pour l'eau chaude, chauffage, tout compris, utilisent 11 € par mois de chauffage. Dans un pays où il fait plus froid que chez moi dans les Hautes-Alpes à Gap, parce qu'on est en dessous de 0. Alors, effectivement, par rapport au Canada, c'est peut-être pas la même chose, mais je veux dire, on est en dessous de 0 dans la moyenne hivernale. On n'est pas en Bretagne, on n'est pas dans le sud de la France, quoi, les Vosges, voilà, c'est pas un endroit très froid, très, très chaud. Mais effectivement, bon, on n'est pas, peut-être pas dans les dynamiques de chez vous, mais en tout cas, diminuer la facture de chauffage, c'est pas tellement un problème. Alors, je vais vous montrer la Manhattan du désert, peut-être que vous connaissez. Alors, c'est une ville qui s'appelle Shimbam, où il y a des immeubles en terre jusqu'à 55 mètres de haut, qui ont été construits en terre crue déjà il y a des centaines d'années, Et c'est marrant d'expliquer à des gens de New York la question de la Manhattan du désert, parce que voilà, on a des grands immeubles qui ont été faits en terre bien longtemps avant la construction de la Manhattan en béton. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans un coin extrêmement chaud.
où la température en été dépasse 45 à 48 degrés à l'ombre. On est au Yémen, dans le sud du Yémen, à quelque chose d'extrêmement chaud. Et vous avez à 1000 km de là, 1500 km de là, Dubaï, en Arabie Saoudite, qui a été construit de la même manière en béton. Et la température extérieure a augmenté en 30 ans de 7 degrés à cause des climatiseurs extérieurs qui fonctionnent en permanence pour essayer de préserver une fraîcheur dans ces maisons. Dans la Manhattan du désert, là-bas au Yémen, il n'y a aucun climatiseur et la température n'y excède jamais 27 à 28 degrés. Alors moi, je dis pas qu'il faut retourner à l'âge de la pierre, ni à l'âge de la terre, ni à toutes ces choses-là, parce que je pense qu'il faut l'aborder autrement, mais avoir une réflexion sur nos modes de production, c'est quand même quelque chose qui permet et qui vaut le détour. Alors, au-delà des 33% de gaz à effet de serre, il est aussi possible de stocker du carbone dans la construction. Alors, ça paraît très bizarre de dire comment on peut stocker du carbone dans la construction. Eh bien, un arbre, pour pousser durant toute sa vie, va être un stock de carbone. Si vous le coupez et que vous le brûlez, eh bien, ce qu'il a pris en carbone va être réduit à 0. Si vous le laissez pourrir dans la terre, il y a une partie du carbone qui va revenir dans le sol, et il y a une partie du carbone qui, par l'effet de la méthanisation et de la putréfaction, va s'envoler dans les airs. Si, momentanément, face à l'effet de crise climatique qu'on a aujourd'hui, on réfléchit à une gestion saine de la forêt et qu'on élimine la question d'aller brûler la forêt uniquement pour faire du chauffage et qu'on fait des coupes rases, etc. Et que par contre, on va véritablement avoir une gestion saine de la forêt où on va choisir les bois qu'on va mettre dans la construction, eh bien tous ces bois, pendant le temps qu'ils existent, eh bien ils sont des stocks de carbone. Donc pour lutter contre le réchauffement climatique, on vous a déjà dit, il suffit de planter une forêt. Mais c'est peut-être encore mieux aussi si pendant un certain nombre d'années, on les laisse comme stock de carbone, parce qu'ils stockent tout autant du carbone pendant toute leur vie, et pendant qu'ils sont dans les matériaux de construction, pendant 40, 50 ans, si on fait du durable. Je tiens à vous dire qu'il y a des poutres, la moyenne de vie des poutres qui existent aujourd'hui ont plus de 200 ans parce qu'elles ont fait plusieurs maisons dans les coins où il y a des poutres en bois. Aujourd'hui, les bâtiments industriels ont une durée de vie de 17 ans. Les bâtiments, vous savez, dans les zonings commerciaux, eh bien, où on construit, je vais dire, avec de la ferraille et un isolant très rapide, etc., eh bien, ces bâtiments-là, ils ont une durée de vie de 17 ans. Parce que, en fait, le bâtiment est un prêt-à-jeter, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais en gros, voilà, on peut faire du stock de carbone et donc ça se calcule. Là, vous avez 1 mètre carré de paroi conventionnelle qui peut, selon les différents modes de calcul, parce qu'il y a plein de modes de calcul différents qui sont favorables aux uns et les autres, qui va en gros mettre sa vie, durant sa construction environ 60 à 70 kilos de CO2 par mètre carré, et on peut inversement stocker, parce que là c'est peut-être même pas encore le meilleur parce qu'il y a un enduit à la chaux, mais en tout cas il y a des possibilités de stockage de CO2 avec du bois, de la terre crue et de la paille qui va jusqu'à 60 kilos de CO2 par mètre carré. Nous on a chiffré ça au niveau de la France insoumise. Si la construction de logements était faite dans ce type de matériaux et si on réfléchissait à une isolation thermique avec ce genre de matériaux dans le programme de l'AEC en 2017, et si on le transposait, eh bien on pouvait stocker jusque 23 millions de tonnes équivalent CO2, et c'est quand même pas mal, ça fait 5% à 6% de ce qu'on émet. Donc, je veux dire, quand on parle que le bâtiment, en fait, émet 33% des gaz à effet de serre par leur vie et par... on peut aller effectivement beaucoup plus loin si... En même temps, on peut avoir un bilan positif. Moi, je suis dans une commune très écologique qui vote à 70% Jean-Luc Mélenchon. Et on a fait à un moment un calcul sur les bâtiments, parce que tous les bâtiments sont construits ainsi dans la commune. Et on arrive à avoir un bilan positif en CO2. C'est-à-dire qu'on émet moins de CO2 que ce qu'on a besoin, parce qu'on utilise des matériaux crus, des maisons qu'on chauffe, où on chauffe quasi plus. Et on peut véritablement avoir un bilan positif en CO2. Bon, je vais un peu plus loin. Je vous donne par exemple un exemple d'un logement social que je vous ai parlé à Saint-Dié-des-Vosges, qui est en fait sur 7 étages, donc il y a 8 niveaux, et où il y a un calcul de CO2 qui est stocké, où est-ce qu'il stocke 1200 tonnes de CO2 pour ce logement social,
qui émet 11 € par mois de coûts de chauffage pour les habitants, pour l'eau chaude, le chauffage, et qui, au total de sa vie, a un bilan carbone positif. Donc voilà, comme je disais, stocker du carbone dans le bâtiment équivaut à planter des arbres. Un bâtiment peut devenir un puits de carbone aussi temporaire que la plantation d'un arbre. Le secteur du bâtiment a énormément de choses à dire aussi sur l'artificialisation et sur la biodiversité. Quand on bétonne, il n'y a plus rien qui vit. Alors effectivement, la vie peut jaillir comme je le montrais, mais en tout cas, ça a des enjeux sur la question de la biodiversité. Ça a des enjeux sur la question des ressources naturelles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la disparition du sable, mais la disparition du sable n'est pas du tout quelque chose de banal. Dans plein de pays, parce qu'il faut beaucoup de sable pour produire du ciment, et c'est une problématique pas banale. Le BTP, c'est un producteur énormément de déchets. Alors en poids, alors c'est pas pour vous choquer, les chiffres que je donnais, c'était les chiffres de la loi sur l'économie circulaire d'En Marche. Le bâtiment, c'est 76,9% du poids des déchets par habitant. Alors pourquoi? Parce que dans le TP, dans les travaux publics, on a énormément de déchets de terre. La moitié, c'est des déchets d'argile. Donc, des déchets de tout va, de gravat, quoi. Gravat, argile, etc. Donc, la construction par habitant, c'est 3400 kilos par habitant. Voilà, et je vous fais des petites comparaisons. Souvent, en fait, quand on veut agir sur les déchets, on pense rarement à la question des déchets du bâtiment. Mais donc, dans ces 3400 kilos, évidemment, il y a de l'inerte, mais il y a 1700 kilos qui ne sont pas de l'inerte, qui sont autre chose. Mais toujours, quand on parle de bâtiment, on est dans des volumes. Moi, je me souviens d'avoir observé la destruction comme ça de bâtiments industriels dans une zone commerciale. Il a été détruit sur la journée, c'était des camions et des camions et des camions, il n'y avait pas de recyclage. Voilà, en tout cas, il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus. Énormément de déchets aujourd'hui sont incinérés en cimenterie. Ils ont commencé par incinérer des pneus, des carcasses d'animal, et aujourd'hui, il y a énormément de déchets qui sont brûlés non pas par le privé, mais par le public. Et bon, il y a 25 ans de ça, moi j'ai vécu une lutte contre l'incinération des déchets en cimenterie, et j'ai eu un inspecteur des incinérateurs aux États-Unis qui s'appelait Naïk Harman, qui nous a super aidés dans cette lutte-là, parce qu'il avait réussi à obtenir aux États-Unis l'arrêt de l'incinération des déchets en cimenterie qu'on n'a jamais su avoir en Europe, dans plusieurs États, pas partout, mais voilà. En quelques mots sur, voilà, il y a un problème en même temps de déchets en cimenterie. Le bâtiment, c'est une catastrophe sociale. Alors la première, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui savent plus chauffer. Parce que la crise économique avançant chez nous, ils vivent dans des précarités énergétiques, et à un moment, quand il faut faire le choix de différents budgets, il y a par exemple une étude d'un think tank qui s'appelle EBL qui disait pour réduire le réchauffement climatique, il faudrait mettre la température à 17 ou à 16 degrés dans les maisons. Moi, je m'oppose à toute cette logique-là, de courant plutôt, voilà, je ne vais pas dire que c'est d'Europe Écologie Les Verts, mais je veux dire, voilà, ou qui sont d'une vision écologique, en tout cas, qui n'est pas la mienne. Pour moi, c'est on change nos matériaux, on essaye d'avoir de l'isolation dans les maisons. Effectivement, on peut avoir une réflexion sur la sobriété après en deuxième, mais aujourd'hui, les 16 degrés dans la maison, il y a plein de gens qui les vivent et qui ne l'ont pas choisi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vous mettre au cœur, parce que sinon, si demain il y a des verts capitalistes au pouvoir, on arrivera au même scénario qu'avec les gilets jaunes, parce que peut-être il y en a un qui se dira « Oh, ils n'ont pas encore compris qu'on mettait à 17 degrés dans les maisons, on va restreindre les libertés, on va aller vérifier si c'est pas 16, et puis à un moment, ça marche pas, on va taxer le chauffage. » Et je ne sais pas quelle tête de nœud dans un bureau va inventer n'importe quoi pour, à un moment, avoir un soulèvement du peuple au lieu de construire avec. Le travail détaché, eh bien, dans le bâtiment, c'est essentiellement là qu'il y a du travail détaché, et c'est un poids de la surexploitation chez nous. En gros, il y a des travailleurs qui sont payés, qui viennent travailler, il y a énormément de blagues, énormément de fraude au niveau du travail détaché,
qui travaillent chez nous pour 600 € par mois et je sais pas moi, ils viennent de Bulgarie et en Bulgarie, il leur manque tellement de travail qu'ils font venir des mecs de Corée du Nord et puis c'est à qui mieux, on va pouvoir faire travailler des gens 60 heures semaine et voilà, le travail détaché dans le bâtiment, c'est pas quelque chose de banal. Alors, je continue. Le bâtiment, c'est aussi une catastrophe culturelle. Le monde du bâtiment est entièrement masculin. Il y a 11% de femmes dans le monde du bâtiment, mais elles ont souvent des tâches administratives. La première formation en terre crue que j'ai fait, j'avais 75% de femmes. Dans l'éco-construction, vous avez tout un rapport, en tout cas, qui n'est pas du tout du même ordre. Et aujourd'hui, en tout cas, on est dans une logique d'hommes et aux mains des multinationales. Les communes, quand elles font des appels d'offres, bien, il y a d'abord une multinationale qui se pointe, qui gère avec des sous-traitants. Oui, bon, vous les connaissez, on ne va pas tous les citer, mais je veux dire, et qui gère des parts de marché dans une certaine logique et de construire toujours de la même manière. Alors, effectivement, au plus on est dans des endroits plus isolés, au plus il y a des artisans qui viennent, mais qui doivent se battre contre des logiques de marché de plus en plus fortes. Donc, il y a une catastrophe culturelle et en même temps économique derrière toutes ces questions-là. Alors, je vais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire l'heure? Parce que j'ai pas... Christine, peut-être. Ça fait 45 minutes. Ouais, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je vais essayer de finir. Alors, comment on s'y prend? Moi, je crois réellement à le Rubik's Cube des luttes. C'est-à-dire, c'est quand on construit quelque chose pour faire gagner tout le monde, eh bien, c'est pas simplement se dire, ben, on va avoir le côté social ou le côté écologique. Il faut vraiment écouter tous les citoyens pour aller en profondeur et pour réfléchir comment on co-construit avec eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, un diagnostic de la situation, comment on co-construit une évaluation, comment on va co-construire des propositions de mesures et comment véritablement toute cette histoire de planification avec les citoyens et avec toutes les associations va pouvoir faire un travail de long terme. Alors la Convention pour le climat a été quelque chose de formidable un peu en France, mais pour moi, il a manqué encore du temps, parce qu'en gros, ils ont eu 7 fois 3 jours. Et pour moi, il aurait fallu véritablement faire participer beaucoup plus de personnes et avoir une dynamique. En tout cas, nous, ça nous donne quelques idées pour pouvoir aller beaucoup plus loin si un jour on veut faire une constituante et si on veut aller plus loin dans la co-construction d'un peuple. Alors, notre projet, je vais aller assez rapidement, c'est d'abord une révolution écologique grâce à des filières de matériaux crus, que peuvent être la pierre, le bois, la terre crue, la paille. Et effectivement, là, je vous montre des vieux bâtiments dans Lyon. La majorité de Lyon est construite en terre, très peu de gens le savent, et ce sont des immeubles qui ont 6-7 étages. La majorité de Perpignan est construite en briques de terre, c'est pas la même technique. La majorité de la ville de Strasbourg est construite en torchis. Et il y a des matériaux qu'on peut utiliser comme ça. Et qu'on peut s'approvisionner très localement. Aujourd'hui, ben, je veux dire, par exemple, des isolants végétaux sont 50% dans un rayon de 10 km et on peut construire, il y a des gros projets qui peuvent se construire comme ça. On peut mettre en place une révolution culturelle et une réappropriation féminine du monde de la construction. Voilà. Et s'inspirer pour moi aussi de la nature. Les premières constructions, par exemple en terre, je montre des termitières qui résistent à l'eau et qui ont des résistances super fortes parce qu'on travaille avec des polymères de sucre qui sont dans les glandes salivaires des termites et qu'il y a des recherches que des gens ont fait pendant des millénaires et qu'on a abandonné parce qu'elles faisaient partie du patrimoine commun. Mais donc, et on peut travailler sur une révolution sociale et économique pour construire avec les travailleurs du bâtiment. Et je ne sais pas s'il y en avait certains qui avaient vu des conférences que j'ai données. Moi, je donne pas mal de conférences avec toujours des travailleurs du ciment qui vivent la délocalisation. Et je vais prendre un exemple. On a moyen peut-être de co-construire avec même les... Alors, avec les travailleurs, ça sera vraiment quelque chose d'hyper intéressant parce que les travailleurs du ciment, là-dedans, il y a des ingénieurs en sciences des matériaux. Et je ne vous dis pas la recherche qu'il peut y avoir sur les polymères sur la terre crue pour les rendre aussi résistants que des bétons. Et ils travaillent sur la question des déchets d'une manière surprenante et comment on peut travailler sur la réutilisation des déchets du bâtiment et la réutilisation
des poutres, la réutilisation des pierres, la réutilisation de plein de matériaux, comment on peut avoir une réflexion. Et les cimenteries pourraient être des lieux, effectivement, aujourd'hui toujours, de cuisson de matériaux, hein, je n'ai pas dit ça, mais on pourrait développer d'autres choses à l'intérieur. Et je pense que là, l'État a peut-être des leviers énormes de discussion avec les travailleurs, pas avoir une nationalisation avec, je veux dire, l'État qui gère, mais pourquoi pas une gestion commune avec des travailleurs du bâtiment, avec des associations, avec des citoyens, pour réfléchir comment on pourrait diminuer le bilan carbone, comment on pourrait construire autrement, comment on pourrait aussi les empêcher de délocaliser et d'avoir la construction du ciment en Chine. Et nous, ce qu'on propose, s'ils vivent ça, si on est au pouvoir et que les entreprises veulent délocaliser, eh bien nous, on propose de le relocaliser et par contre de faire payer la délocalisation du ciment en Chine et de nous travailler avec eux à un changement de la matrice productive avec les travailleurs. Et tout ce que j'ai dit se construit avec tous les travailleurs. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand nous, on fait une formation sur la construction alternative en écologie, on va dans les écoles de maçonnerie classique et on discute avec les maçons classiques et c'est toujours eux qui sont les plus intéressés parce qu'on n'est pas du tout en train de faire des différenciations de classe sociale. Alors, je continue. J'ai vraiment plus grand-chose. Bon, Michel, il y a quelques questions. Est-ce que tu as bientôt fini ou... J'ai fini. D'accord. Oui, j'ai vraiment fini. En fait, je dis simplement les mesures de l'avenir en commun. C'est l'isolation thermique de 700 000 logements par an. Voilà, j'ai mis le coût, les économies en CO2, les créations d'emplois qui sont par là. C'est la création de 215 000 logements supplémentaires par an, mais qui permet avec un bilan carbone positif. C'est la lutte contre la fraude, l'inégalité, le détachement et le déplacement des marchandises. C'était ce qui était dans l'AEC en 2017, avec ce que ça crée en emploi et ce que ça permet d'économiser en CO2, et inciter évidemment vers le privé à travailler vers des matériaux à moindre coût et en même temps à travailler sur une question d'isolation. Voilà, j'ai fini. Merci Michel. Il y a déjà une première question par Robin. Est-ce que tu peux parler? Oui, par contre, je ne peux pas allumer la vidéo. En tout cas, bonjour à tous. Ce serait bien d'avoir la vidéo. Ouais, super. Ouais, c'est cool d'avoir la vidéo. Là, on s'entend qu'on est en temps de pandémie, donc c'est bien de pouvoir avoir un peu de contact visuel. Merci Philippe pour la conférence et puis merci la France Insoumise pour avoir organisé cet événement-là. Je pense que c'est effectivement une question très importante que la crise écologique. Je me présente, donc Robin, c'est écrit. Je suis membre de la Riposte Socialiste, une organisation qui est présente à Montréal, Québec, Canada et puis à l'international. Comme tu l'as rappelé, là, on est face, comme tu l'as rappelé Michel, on est face à une crise qui est globale, qui est planétaire. Ça concerne tous les pays, on s'entend, c'est la planète entière qui est concernée. Et donc, on est face à un problème systémique. Et de quel système on parle, c'est ça le truc intéressant. Je voulais rappeler deux slogans qu'on a pu entendre récemment. Déjà, sous le mouvement des Gilets jaunes qui étaient accusés d'être se disant de ne pas vouloir protéger le climat, etc., il y avait un slogan que j'ai trouvé vraiment cool, qui était « Fin du monde, fin du mois, même ennemi, même combat ». Donc là, on voit bien le lien qu'il y a là. La crise écologique, la crise sociale vont ensemble. Ce sont des problèmes, si on veut les résoudre, il faudra les résoudre ensemble. Un autre slogan, là, j'avais participé à la plus grosse manifestation qui a eu lieu à Montréal. Il y avait 500 000 personnes qui avaient participé je crois que c'était en octobre 2019. 500 000 personnes à Montréal qui avaient défilé pour protéger le climat, pour appeler à des mesures pour le climat. Il y avait beaucoup de jeunes, et un des slogans que j'avais pu entendre, c'est « Changeons le système, pas le climat ». Donc, c'est ça. Mais de quel système on parle, en fait? Et ce système, il porte un nom, on appelle le capitalisme. Donc, ce système socio-économique est basé, en fait, sur la propriété privée des moyens de production. Donc, les moyens de production pour produire des bâtiments, par exemple, tu en as beaucoup parlé, Michel, et en vue de faire du profit. C'est notre système économique fonctionne ainsi, c'est
la motivation des capitalistes, de ceux qui possèdent les moyens de production, c'est de faire des profits. Et les dégâts qui sont faits à l'environnement… Je suis désolée, Robin, ouais, je suis désolée de t'interrompre, mais est-ce que tu as une question? C'est quoi exactement ta question? Oui, bah, en fait, j'introduisais pour pouvoir poser ma question après. D'accord. Excusez, là, je vais finir. Je suis désolée, donc, ça, mais c'est une production voilà, si tu pouvais poser ta question, ce serait… Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur un marché concurrentiel tel qu'on le dit là, on ne peut pas faire confiance aux entreprises pour réguler leurs activités. Moi, je n'ai pas confiance aux patrons de ces industries. On l'a vu avec Volkswagen. Volkswagen qui a, par exemple, modifié ses véhicules pour pouvoir tricher sur les tests de régulation. Même avec des lois, les États ne sont pas capables d'entièrement contrôler ces industries. Et moi, donc, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut planifier la transition écologique sans planifier l'économie? Ou autrement dit, là, on pourrait formuler la question autrement, c'est est-ce que l'on peut réellement contrôler les activités des industries sans placer en fait les grands moyens de production sous le contrôle démocratique direct des travailleurs et des communautés? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on peut régler la crise écologique sans exproprier les grands leviers de l'économie pour les placer sous le contrôle démocratique des travailleurs, des communautés, donc des citoyens finalement. Et j'avais encore une autre question. Robin, je pense que c'est déjà une question très générale et je pense que pour un peu laisser Michel répondre, c'est pas une question très précise que tu as demandé. Ah, je pense que c'est une question très précise en tout cas. Je veux dire, c'est une question très centrale en tout cas. Si elle n'est pas précise, elle est centrale. Mais je pense qu'il y a assez, tu as donné assez de matière pour que Michel puisse répondre. J'en fais une et après tu regardes pour l'autre ou je sais pas, moi je veux pas. Pourquoi pas Ok, moi je pensais balancer mes questions, puis après on répond. Ok, c'est correct, je peux m'arrêter là. Merci. Voilà, merci Robin. Mais je pense effectivement, tu as apporté des réponses dans ta question en fait. Tu avais une idée derrière ça, fin du monde, fin du mois, même combat, changeant le système, pas le climat. Effectivement, il y a une cause qui est un certain système capitaliste. Et quand on a une logique du monde uniquement à culpabiliser les gens, de dire voilà, quand l'État pense qu'il n'a aucun levier sur toutes les questions, sauf sur la culpabilisation individuelle, on va à la catastrophe. Parce que je veux dire, il y en a qui font du profit au niveau de la question de l'agriculture. Moi, j'explique bien, quand j'ai pris la question du bâtiment, c'était pour montrer un exemple parmi d'autres. J'aurais pu passer en fait 1 heure sur la question agricole, 1 heure sur la question de la relocalisation des transports, 1 heure sur la relocalisation industrielle, donc sur toutes ces choses-là. Mais effectivement, il faut que l'État joue un rôle de planificateur et de planificateur aussi économique. Mais nous, à la France Insoumise, on est pour une économie mixte. J'explique bien, on n'est pas du tout, parce qu'il y en a certains qui me disent, on est pour une économie mixte, mais nous, on sait où on veut aller, et ce sont les citoyens et tous ensemble qu'on construit pour savoir où on veut aller dans la société. Parce qu'aujourd'hui, on va uniquement vers le mur. Et donc, nous, dans une co-construction d'une économie mixte, ça veut dire qu'on va avantager effectivement plutôt le petit industriel, la petite entreprise, qui va aller dans une logique. Mais par contre, nous, le plan, on le suit. On le suit, le plan de réduction du CO2, le plan de… Et aujourd'hui, en fait, comme on veut rien dire aux industriels, etc., il n'y a rien qui bouge parce que les obligations et les légiférations, tout ce qu'on légifère, en fait toujours des pas de côté parce que leur seule chose qui les intéresse, c'est l'argent et le profit, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais ta question était aussi un peu longue, quoi. Mais, et tu y as apporté plein de choses de réponse toi-même, quoi. On sentait où tu voulais en venir, non? Ça te va, Robin, ou pas? Je pense, ok, non, j'attendais que Christine donne des tours de parole, mais c'est correct. Désolé. En fait, c'est bon. Là, j'ai des questions écrites. Donc là, j'ai des questions écrites et puis je voulais poser un peu les questions écrites. Donc, il y avait une question, c'est que faire avec les eaux de ruissellement sur les routes goudronnées? Donc là, c'est une question courte. Que faire avec les eaux de ruissellement sur les routes goudronnées? Alors, je ne suis pas spécialiste de
de tout ça. Ce que je sais, c'est qu'à un moment, quand il y a de l'eau quand tout est bétonné de partout et tout est artificialisé, ben, il y a des endroits où il y a plein d'eau et puis après ça, il y a des endroits où il y a plus d'eau parce qu'il y a plus d'écoulement, quoi. Et donc, effectivement, moi, je suis pas spécialiste de la question des eaux de ruissellement sur les routes goudronnées, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que d'abord, on peut pas goudronner toute la planète, parce qu'aujourd'hui, il y a des stades de foot, je sais plus combien par minute qui se construisent, voilà, et à l'échelle, on goudronne, on bétonne, etc. Et donc, effectivement, il y a plus d'infiltration de l'eau dans les sols, ça donne tout un problème sur la question du cycle de l'eau. Et donc, effectivement, tout ça, il faut planifier. Mais bon, moi j'ai expliqué le cheminement que nous on a fait sur une partie du bâtiment, et bien c'est la même chose. Là, il faudrait co-construire avec des citoyens, avoir une réflexion pour savoir quelle est la problématique spécifique, comment on co-construit quelque chose, et puis après ça, comment on planifie et comment on travaille dans le cadre d'une économie mixte à imposer nos plans, quoi. Mais je connais pas dans le détail, voilà. Donc là j'ai une autre question. En France, c'est quoi la proportion de logements qu'il faudrait à peu près rénover pour être plus écologique? Alors en fait, on explique, alors que je l'ai marqué, c'est 700 000 logements par an, nous à la France Insoumise, qu'on veut faire pendant 10 ans. Donc on estime qu'il y a 7 millions de personnes mal logées, quoi. Voilà, il y a vraiment, et je pense que j'ai vu 8 millions de personnes qui sont mal logées. Après, il y a vraiment des personnes en précarité à la rue, quoi. Donc ça, c'est encore autre chose, quoi. Mais c'est de plus en plus des personnes à la rue. Et, il y a aussi des logements vides, mais il n'y a pas autant de logements vides que de personnes très mal logées. Donc en fait, à la France Insoumise, c'est les derniers. L'idée, c'est d'isoler 700 000 logements par an pendant 10 ans, logements, et de construire 215 000 logements par an, 200 000 logements sociaux et 15 000 logements étudiants pendant 5 ans. Et on est le retard de ce qu'il faut au niveau des logements et au niveau. Donc il y a la question du logement et la question du logement. Donc voilà. Donc sinon, j'ai une question de Linda Manson. Il dit « Il serait aussi important de redonner ces lettres de noblesse à la filière des métiers du bâtiment pour donner envie aux jeunes de s'investir dans cet avenir de l'éco-construction. Qu'en pensez-vous » Donc en fait, c'est sur la formation. C'est sur la formation. La formation, moi, c'est le cœur de ce qui me passionne parce que j'ai mis en place une formation. D'abord, je vous dis en quelques mots, on avait des centaines d'élus qui voulaient faire des constructions de logements parce qu'il y a quelque chose vraiment qui démarre en France. On a des centaines de personnes qui veulent faire ces formations et il y a plein de projets, il y a plein de choses économiques et le pouvoir local, moi où j'habite en région PACA, ne met pas en place les formations nécessaires pour pouvoir faire tout ça. Et encore, quand ils en mettent en place, ils ne les font jamais dans une rencontre de différents publics. Moi, ce qui m'a passionné, c'était d'aller dans 2 écoles de maçonnerie classique où j'ai vu des élèves qui, à un moment, vont vers leurs profs et ils disent « Oui, mais eux, ma mère, elle utilise la terre pour se soigner les mains et pourquoi nous, on n'utilise pas les mêmes matériaux ?» Et on a une rencontre qui s'est faite avec ces élèves et avec les profs de maçonnerie qui nous voient où on monte les choses droit, où véritablement, ils voient le sérieux de tout ce qu'on fait et en même temps, l'aspect esthétique de beau qu'on veut y mettre. Et comment aussi des élèves de cité sociale, moi je me souviens de gamins de Marseille qui travaillaient les uns en permaculture avec le chef jardinier et les autres à faire du beau dans la construction. Et les gamins, tu les voyais changer. C'était plus les mêmes quand ils retournaient. Il y avait vraiment une transformation de l'intérieur et il y avait une rencontre de plein de milieux différents parce que nous, en fait, il faut savoir que le milieu architectural et ingénieur chez nous, il est quand même très sensibilisé à ça, mais pas le milieu culturel des maçons. Et c'était des super rencontres, à la fois transclasse et à la fois transculture, parce que il y avait des personnes d'autres cultures qui avaient habité dans des maisons en terre chez eux, etc., et qui partageaient des choses. Et ça a toujours été des expériences formidables aussi de lutte contre la délinquance quelque part et de pacification sociale, quoi. Bon, après, voilà, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, la revalorisation des métiers du bâtiment. D'accord. Et par rapport au coût,
est-ce que le coût est le même, moins cher, plus cher? Ça dure de faire ce genre de construction? Alors, le coût, ça, c'est une vraie question. C'est la question de l'heure et c'est bien que la question. Alors, le coût des matériaux, en général, est moins cher. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de mètres carrés d'isolant, je veux dire, en 40 centimètres qui fait 4-5 euros quoi, dans le commerce. Donc, quand je parle d'un isolant paille. Le coût de la terre, en général, c'est du déchet. C'est des déchets argileux qu'on peut trouver et qui peuvent être analysés. Donc, c'est une coût d'analyse. Donc, en fait, on est dans des matériaux qui sont moins chers. Mais ces matériaux aussi, nous, la première chose qu'on fait, c'est on rend les personnes producteurs de matériaux sur site, ce que n'était plus un maçon. Parce que nous, ce qu'on essaye, c'est que les gens travaillent par exemple avec leur terre du lieu, et donc on leur donne des outils pour être producteurs de matériaux sur site. Bon, nous, l'idée, ça sera après de travailler avec des cimenteries pour produire des matériaux très spécifiques et caractérisés, parce que les matériaux sur site, on ne peut pas toujours leur donner une caractéristique de résistance mécanique aussi forte qu'on voudrait. Et donc, le coût en général des matériaux est moins cher. Par contre, tout ce qui demande une intensité sociale qui n'est pas hyper industrialisée va faire qu'il y a plus de main-d'œuvre. Nous, quand dans ce projet, on était à une création d'1 million de personnes dans le bâtiment sur 1,7 million actuel. Effectivement, toutes ces personnes-là, il faut les payer. Et donc, on a des coûts qui sont de 10 à 20% plus chers parce que on a multiplié les gens qui travaillent dans le bâtiment. Mais effectivement, comment on réagit et comment on réfléchit à ça? Aujourd'hui, le coût extrêmement bas du bâtiment, il est aussi lié au travail détaché. Il est lié à des gens qui ne sont pas payés à leur prix. Il est lié à de la matière qui commence à faire le tour du monde sur certains matériaux, à un séchage extrêmement rapide du bois pour pouvoir ne pas le stocker. Et donc, il y a un coût à la nature, il y a un coût à la main-d'œuvre toujours plus bas, toujours moins cher. Et nous, c'est vrai qu'on serait voilà, il y a un coût à construire de manière écologique de 10 à 20% plus cher, mais il y a un coût du chauffage qui diminue. Donc voilà, la question des coûts fait par une entreprise, ça peut être légèrement plus cher, mais on aura moins de chauffage et la matière première, si on autoconstruit, c'est moins cher. Mais nous, on veut aussi faire vivre les petits artisans, les artisans qui ne sont pas issus des grosses multinationales. Et par ce développement, on peut aussi créer et recréer de l'emploi. D'accord. Alors, la personne qui avait posé la question du ruissellement sur les routes, en fait, a précisé sa question. Est-ce qu'il y aurait une alternative au goudron? Tout se cherche, j'ai envie vraiment de dire. Je pense que ça peut exister, hein, comme des plastiques qui sont recyclables à l'infini et ces choses-là. Et est-ce qu'on fait de la recherche publique sur ces sujets-là? Bien, je pense vraiment pas assez, quoi. Et donc, je ne m'y connais pas, mais je me souviens, moi, de travailler en disant souvent, dans les fondations, on est obligé de travailler sur des questions des cimenteries, voilà, mais encore, c'est pas tout à fait juste puisqu'il y a des cathédrales qui ont été construites sur des pieux d'acacia dans des marécages. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui m'ont dit, non, il existe des pieux acier qui sont faits en Australie sur des gros buildings pour tenir des bâtiments. On plante des pieux extrêmement profonds. Donc, il y a des choses qui s'inventent. Effectivement, je pense que si on est dans une planification écologique, c'est un moment où on remet des chercheurs publics. Et dans une recherche publique, on va trouver beaucoup plus de choses parce qu'on sait où on veut chercher. On ne cherche pas tout simplement pour faire toujours moins d'argent. Nous, on cherche pour avoir un meilleur avenir pour tous et pour qu'il n'y ait pas une artificialisation des sols. Et donc, il y a une recherche à faire sur ces goudrons. Et je m'excuse de ne pas répondre. Je ne suis pas spécialiste de cette question-là. D'accord. Alors, moi, je suis originaire des Vosges saunoises et en fait, je vais avoir une question de ma région d'origine. Il y a de plus en plus d'arbres qui sont abattus, qui sont envoyés en Chine et donc les scieries locales ferment parce que est-ce que la France insoumise ferait quelque chose sur ce problème? Tout le combat de Mathilde de Panot sur la question de la gestion de la forêt, c'est ça. C'est-à-dire que comment d'abord on empêche les multinationales de faire des énormes coupes rases. En plus, ils ont des budgets, des sous, parce qu'ils font des coupes rases, puis ils replantent des arbres et ils ont des budgets CO2. Parce qu'en fait,
quand on fait ça, en fait, on empêche toute une biodiversité de se recréer et à la fois on empêche toute capture de carbone. Et toutes ces grosses multinationales travaillent comme ça, délocalisent en Chine, vont faire le travail, vont exporter les choses. Et non, nous, tout ce qu'on veut, c'est recréer un arbre qui devrait repartir. Il serait hyper taxé à la frontière. C'est la France insoumise. Nous, on le gère à l'intérieur et on développe les artisans menuisiers de chez nous et on redéveloppe tout le tissu de gestion de la forêt de proximité. J'ai été auditionné à l'époque avec Mathilde sur cette question de la forêt, mais il y a des formations comme ça super intéressantes de gestion de la forêt. Et nous, dans le bâtiment, ce qu'on veut vraiment, c'est partir de l'inverse, c'est avoir des artisans qui auraient la capacité d'aller travailler avec des arbres de pays pour pouvoir co-construire des bâtiments. Et c'est vraiment tout ça, pour nous, il faut vraiment aller dans l'inverse de la direction qu'on est en train de prendre. Et donc, c'est vraiment une lutte très intéressante. Il faut aller voir toutes les auditions qui étaient faites par Mathilde sur la question de la forêt. Elle a fait un travail formidable, il y en a des centaines. Hein. Je sais, elles sont peut-être pas tous sur le net, mais en tout cas, Mathilde de Panot, vous allez regarder ses auditions sur la forêt. Il y a des auditions super intéressantes. Et effectivement, nous, c'est la première lutte. C'est à la fois contre voilà, du bois qui se vend. Mais ça, c'est une logique du capitalisme hein, qui va partir avec des arbres et puis qui les fait revenir de Chine. Et puis que voilà, et on a un monde qui tient plus debout parce qu'on est dans la bêtise, quoi. D'accord. Donc, il y avait aussi une question sur la pêche, parce que au début, tu as parlé un peu de la pêche, mais je pense que ce n'est pas ta spécialité. Mais je connais le combat de Younous Oumarji et ce qu'il a pu obtenir à la Commission européenne, hein, donc je peux en dire quelques mots. Donc, en fait, dans la pêche, pour, par exemple, que les pêcheurs français soient compétitifs, comment est-ce qu'on peut lutter contre les grosses multinationales de pêche qui vont dans les eaux extraterritoriales, par exemple? Il y a déjà des méthodes de pêche qui sont un peu, voilà, on fait des décharges électriques, on tue tout ce qu'il y a en dessous, et voilà, avoir une vraie, voilà, la France insoumise, c'est l'harmonie avec la nature, et avoir une réflexion sur comment on peut vivre en harmonie avec, effectivement, prélever des choses à la nature sans lui prélever plus que ce qu'elle peut produire. C'est la même chose sur une réflexion sur la pêche où on détruit tout, quoi, tu vois. On détruit tout, une seule espèce de poisson, et puis après ça, ça fait tout un déséquilibre de tout le reste. En fait, on devrait tout réfléchir à partir de la règle verte, c'est-à-dire que une réflexion, c'est-à-dire que rien ne peut être prélevé à la nature qui ne peut pas être reconstitué, quoi. Voilà, on peut pas prendre à la nature voilà, et ça c'est vraiment la même chose sur la question de la pêche, sur la même chose sur les équilibres. L'homme doit vivre en harmonie avec la nature, en équilibre. Et si c'est que le profit qui gère tout, eh bien, voilà, on passe à côté d'une gestion saine La de la question, vie, quoi. comment faire pression sur des compagnies non françaises qui sont en eau extraterritoriale? Enfin, Comment faire pression sur des compagnies non françaises donc qui sont en eau extraterritoriale par rapport aux petits pêcheurs français qui est dans les eaux françaises? On peut taxer quand il vend des choses en France le produit qui est issu d'une maltraitance des poissons et d'une maltraitance des humains qui essayent d'y travailler, quoi. Ça a un prix tout ça, hein. Ça a un prix humain ça a un prix humain, ça a un prix sur la biodiversité qu'on doit garder. Je veux dire, voilà, moi le poisson fourni de cette manière-là, il doit être plus cher et pas l'inverse, hein. Souvent, en fait, il est moins cher dans nos assiettes. Donc, en fait, il faut l'interdire à la vente. Il faut soit l'interdire, soit le taxer super fort, quoi. Les gens, s'ils le veulent vraiment, ils le payeront plus cher. Et la multinationale, chez nous, en tout cas, elle le fera plus. Parce qu'il y a une maltraitance animale et parce qu'il y a une maltraitance humaine, quoi. Toujours au moins 10 ans. Ouais. Oh, pardon. Je suis désolée. J'ai une autre question de Linda Manceau. Quel levier de l'État pour les commandes publiques en termes d'exigences écologiques? Quel levier de l'État pour les commandes publiques? Dans quel secteur? Dans quel secteur?
parce que moi, le secteur du bâtiment, déjà, je peux en parler pendant 5-10 minutes, parce que je connais la législation et je sais des choses sur lesquelles il faut sortir, etc. Mais dans quel secteur? Dans le bâtiment, la question a été précisée dans le bâtiment. Ok. Ah, dans le bâtiment. Donc, quels sont les leviers? Ben, il y a le petit bouquin qui parle de ça pendant une dizaine de pages. On le voit pas bien, c'est B comme BTP, qui parle des leviers qu'on peut avoir dans la commande publique. Ben, voilà, il y en a plein. C'est-à-dire qu'en gros, déjà, c'est intéressant de ne pas aller vers. Bon, c'est long, hein. Il y a plein de choses à dire, hein, mais voilà, on peut réserver une partie du marché au scope. On peut afficher une volonté d'appliquer à la lettre la loi du travail détaché. On peut utiliser l'allotissement des marchés, c'est-à-dire que en gros, souvent, quand on a un marché, soit on fait l'entreprise générale et en fait on confie tout à une multinationale qui va tout gérer derrière, et on peut choisir de faire vraiment corps séparés et chaque marché, on essaye de savoir à qui on identifie. On peut dissocier la fourniture des matériaux du reste du marché. On peut favoriser l'utilisation d'une recale. Voilà, il y a plein de choses qui existent et je pense que je risque d'être embêtant parce que là, c'est un bouquin hyper technique qui va montrer tous les leviers qu'on peut avoir. Donc, c'est aux éditions Manuel des collectivités, aux éditions Bruno Le Prince, qui reprend tous les leviers qu'on peut avoir sur une commande publique. Alors, effectivement, dans le cas de la législation actuelle, ouvert à la libre concurrence que demande l'Union européenne, hein. Mais en tout cas, on montre tous les leviers qu'on peut avoir pour, dans le cas d'une commande publique, pour essayer de bien choisir et de travailler avec du local et avec des artisans et avec des matériaux produits aussi localement et qui peuvent recréer de l'emploi et qui peuvent être quelque chose de favorable pour la nature. Mais ça, c'est aujourd'hui, tant qu'on n'est pas au pouvoir au niveau national et tant qu'on n'a pas rechangé la question de la libre concurrence au niveau de l'Europe. Voilà. Et maintenant, j'ai une question de Robin Lebon. Ne faudrait-il pas que des entreprises du bâtiment comme Bouygues soient contrôlées directement par leurs salariés et les communautés pour s'assurer qu'elles construisent selon les meilleurs standards et recommandations environnementales? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec des régionalisations et des nationalisations ou des choses comme ça. Mais par contre, nous, l'idée, c'est qu'on est dans une perspective d'économie mixte et nous, c'est des leviers qu'on veut utiliser. Par exemple, si les travailleurs le demandent ou s'il y a vraiment parce qu'ils vont être délocalisés ou parce qu'on va perdre de l'emploi. Et dans le cadre de la planification écologique, pour des orientations, il va falloir aussi le faire, quoi. Mais voilà, effectivement, ça, c'est très difficile hors cadre d'une régionalisation, quoi. Et une régionalisation ou une nationalisation, c'est pas du tout une planification étatique comme la soviétique, ça n'a aucun rapport avec ça. Ça peut être les ouvriers eux-mêmes, ça peut être des associations, c'est un peu l'État, ça peut être aussi un partenariat avec les actionnaires, ça peut être, je veux dire, voilà, un partenariat avec, voilà, il y a tous les modèles constructifs ouais, c'est une manière de dire. Il y a tous les modèles qu'on peut essayer d'essayer, quoi, qu'on peut tester, quoi. Mais chaque cas est différent. Et nous, en tout cas, on est dans une perspective d'une économie mixte. On ne veut pas aller que dans un seul sens, quoi. Voilà. Bon, ben, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je regardais les questions, non? Alors. Ah, si, il y a une question. Alors, une économie mixte permet-elle le contrôle démocratique sur une façon de produire? Comment empêcher des multinationales de boycotter et de saboter l'économie? Ah bah après, s'il n'y a pas possibilité, eh bien, je veux dire, voilà, s'il y en a qui veulent absolument boycotter, qui ne veulent pas, bien, je vais relire la question parce qu'elle est un peu. Une économie mixte permet-elle le contrôle démocratique sur notre façon de produire? Ben oui, parce que nous, on essaye de planifier, mais c'est quelque chose qui se planifie non pas uniquement avec l'État, elle se construit avec les citoyens. Et donc, c'est avec le poids des citoyens qui vont montrer les orientations qu'on veut faire. C'est pour ça que nous, dans la France Insoumise, on va vers un objectif de créer une constituante et d'aller vers une réappropriation du pouvoir par les citoyens. C'est une réappropriation sur nos vies qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Et effectivement, ça, c'est
c'est quel contrôle les citoyens vont mettre en place, quoi. Donc, moi, je ne sais pas dire exactement ce qui va se créer en place avec la constituante, avec ce qu'on va essayer de créer avec la base, etc. Mais effectivement, elle va faire un contrôle et voilà. Oui, ben, c'est ce qu'il écrit, hein. Il est d'accord avec moi, je pense. Voilà. Voilà, donc là, on va bientôt conclure puisque c'est bientôt, il est 3h24. Donc, on avait dit 1h30. Juste, donc si j'ai bien compris, par exemple, si un maire interdit des pesticides sur sa commune, si la France insoumise est au pouvoir, elle ne va pas renverser le jugement par un jugement administratif, le refus du maire d'utiliser des pesticides sur sa commune. Ben, je veux dire, non, nous, on va soutenir effectivement le refus du maire. Et puis nous, on va peut-être, au niveau de l'économie, essayer d'arrêter 2 systèmes de nourriture. Un système pour les pauvres, un système pour les riches. Et il y a plein de pesticides qu'on va aussi interdire parce qu'on va travailler ça avec les citoyens pour une interdiction de plein de pesticides. Mais ça, je pense que c'est dans le programme du livret agricole. Il y a déjà des pistes qui sont clairement évoquées, quoi. En tout cas, on ne va pas les repousser comme fait En Marche à chaque fois au calendrier grec pour ne jamais agir, quoi. Voilà. Donc, ben, je te laisse conclure. Voilà. Moi, j'étais très content d'être avec vous, mais conclure, c'est une ouverture plutôt à co-construire un monde tous ensemble, quoi. Lier la planification, c'est essayer de faire comprendre que la planification, c'est une co-construction citoyenne chez nous. Et donc, elle se construit par la base. Et donc, c'est vrai que parfois, la planification, c'est un terme qui peut faire peur, mais pour nous, c'est une co-construction citoyenne, quoi, la planification. Mais c'est pouvoir avoir une vision économique sur du long terme et pas la petite semaine, quoi. Et donc, effectivement, c'est une co-création d'un diagnostic, d'une étude, de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et tout ça, on le co-construit avec les citoyens pour avoir une orientation, parce qu'on va dans un mur au niveau écologique sur la question des déchets, sur la question de la 6e extinction des espèces et sur la question du réchauffement climatique. Et si on veut laisser faire le marché de A à Z, eh bien, on va droit dans le mur. Et je pense que on n'a qu'une seule planète. Et si on n'essaye pas de vivre en harmonie avec la nature, eh bien, ce seront nos enfants et nos petits-enfants qui vont en pâtir. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Michel, d'avoir participé à vous. Conférence. Et merci en particulier pour Laurence et Isvan qui ont fait la partie technique pour la conférence et tous les 2 groupes d'action de Montréal et de New York qui ont établi cette conférence. Voilà. Merci à vous. Hein. Merci.